Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Vraiment content de te retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on s'était vu. Oui, ça fait longtemps. Tu arbores de belles couleurs ce soir. Toi aussi. Je pense qu'on a hâte vraiment à la période estivale et tout ça. Fait qu'on s'est mis un petit peu dans des couleurs. Oui, Moi, tu vois, c'est mon épouse qui m'a acheté ça. Elle est arrivée avec ça aujourd'hui. Puis je me suis dit, ah bien, gadon. Je vais mettre ça ce soir, puis ça va être très, très bien. Puis sais-tu quoi? C'est parce que les gens ne voient pas avec quoi j'ai mis ça, mais je pense que le fit n'est pas très, très bon si les gens me voyaient en bas. Mais c'est pas grave. Là. Au moins, les gens voient juste le haut, puis c'est ce qui compte. C'est bon. Écoute, ce soir, Héloïse, on parle d'identité numérique. Oui. C'est un dossier important. On en a déjà parlé ici, mais on fait vraiment une corrélation avec plusieurs choses ce soir. Éric Kerr a lancé une conférence de presse le 11 février 2022 sur le sujet de l'identité numérique. Grosso modo, ce que le ministre Kerr disait dans cette conférence de presse, il dévoilait plusieurs éléments importants tels que le Québec qui va devenir plutôt un laboratoire mondial de l'instauration de l'identité numérique 2.0. La première phase, c'est qu'on implante l'identité numérique en juin 2022. La deuxième phase, c'est qu'on implante le portefeuille numérique qui va être centralisé avec la Banque du Canada en novembre 2022. Puis la troisième phase de ce projet-là, c'est tout ce qui est bionumérique, bionumérisation avec l'iris et la reconnaissance faciale. On écoute un court extrait de la conférence de presse avec Éric Kerr. En fait, l'identité numérique, elle est numérique comme son nom l'indique. Les différents documents qui vont découler de cette identité-là, assurance maladie, permis de conduire, pourront eux aussi être des documents numériques. Mais à la base, votre identité, elle est numérique. On va donc créer cette identité numérique-là qui va faire en sorte que chacun des citoyens va devoir évidemment démontrer son identité. Ensuite, va faire partie de l'identification numérique qui va être gérée par le gouvernement du Québec. De là découlent tous les documents qui peuvent être émis par la direction de l'État civil. Certificat de naissance, certificat de mariage, les autres documents officiels du gouvernement, permis de conduire, carte d'assurance maladie, etc. Et on peut même, et nous allons même étendre ce cercle-là, même si le noyau dur est contrôlé par le gouvernement, on pourra même étendre cette possibilité-là à des documents non gouvernementaux. Par exemple, votre preuve d'assurance. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a fourni, mais dans le portefeuille numérique, ça peut être intéressant. Votre carte de crédit, carte de guichet. Ce n'est pas un document qui est fourni par le gouvernement, mais ça peut être intéressant. Oubliez la notion de carte. La notion de carte, c'est une notion qui appartient à l'univers papier. C'est une identité numérique. C'est une façon numérique de vous identifier. Donc, on vous donne les justificatifs qui vont faire en sorte que vous allez un justificatif numérique, des questions que je vous pose, des questions secrètes, des codes, qui vont me permettre de m'assurer que vous êtes bel et bien qui vous prétendez être. Ce justificatif-là, on va regarder la possibilité qu'il soit biométrique. Les Québécois semblent de plus en plus ouverts à l'idée d'avoir une identification, une authentification biométrique. Donc, c'est pour ça que c'est important que le cœur de ça soit contrôlé par une entité et que ça demeure extrêmement sécurisé. On vient d'entendre le ministre Kerr qui a nous dévoilé les grandes lignes parce qu'on a fait c'est une conférence de presse, évidemment, qui durait 40-45 minutes. On en a fait vraiment un condensé en 1-2 minutes. Rappelons aux gens qu'Éric Kerr est responsable de 2 ministères. Oui. Soit le ministre, il est ministre de la cybersécurité et du numérique, et aussi ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, en plus d'être le leader parlementaire adjoint du gouvernement. Éric Kerr occupe ces 3 fonctions-là. Mais il semble y avoir quand même un genre de conflit. En fait, il semble y avoir un conflit d'intérêts apparents, potentiels ou réels entre les 2 fonctions. Pourquoi, Héloïse? Oui, moi, je viens ici parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler d'identité numérique. Je respecte beaucoup c'est un sujet qui peut être abordé de différentes façons, mais étant donné que moi, je suis éthicienne de formation, je suis spécialisée dans les processus organisationnels au niveau des rôles et responsabilités dans les entreprises. Et j'ai déjà fait des diagnostics, par exemple, dans des rapports organisationnels. Puis, moi, donc, je vais traiter l'identité numérique au niveau des conflits apparents, potentiels ou réels. Comme tu as présenté, je vais amener une petite modification, c'est que le ministre Kerr, il est ministre délégué, comme on dit. En ce moment, il est ministre de l'Accès à l'information et de la protection des renseignements. Donc, je mets l'emphase sur protection. Et il est ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale.
mandaté pour créer un troisième ministère, qui est le ministère de la cybersécurité. Et du numérique. Donc, n'importe qui travaille en éthique, au niveau de la gouvernance éthique, il y a des spécialistes dans toutes les entreprises, vont vous dire que ça ne marche pas. Parce que quand on est dans un conflit, avant de parler de conflit d'intérêt, on va parler de conflit de rôle. Donc, il y a un conflit de rôle au sein du ministre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être responsable de la protection des renseignements personnels et en même temps instaurer un ministère où on va aller chercher des hauts secrétaires du Conseil du Trésor qu'on va venir mettre au ministère de la cybersécurité. Ces gens-là, leur objectif n'est pas la protection des citoyens. Le Conseil du Trésor, c'est un ministère de contrôle financier. Et la problématique là-dedans, c'est que entre le mot protection des renseignements personnels et cybersécurité, ce que ça sous-entend comme valeur principale en tant que prof d'éthique, on parle des valeurs avec les enfants, c'est connectivité, transparence et contrôle. Ça ne va pas, ces valeurs-là, avec la protection des renseignements personnels. Je sais que c'est un peu technique comme entrevue. Tu l'exprimes très, très bien, mais si je veux l'emmener à une étape plus loin. Oui. Parce que là, présentement, le ministère est en train de travailler sur 2 projets de loi de front. Oui. Il est en train de travailler sur le projet de loi 6, qui est la loi édictant la loi sur le ministère de la cybersécurité et du numérique et modifiant d'autres dispositions. Et en même temps, il est en train de travailler sur le projet de loi 95, qui, lui, est en lien avec l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Pour pouvoir faire avancer, puis là, juste essayer d'être d'être le meilleur vulgarisateur possible pour être en mesure de faire avancer le projet de loi 6, qui est le projet de loi sur la cybersécurité et du numérique, modifiant d'autres dispositions. Il faut qu'il passe le projet de loi 95, qui est en lien avec l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. C'est pour ça qu'il semble y avoir un conflit potentiel d'intérêts. Sauf que je ne veux pas te reprendre, mais le projet de loi 95, c'est la transformation de la gouvernance des organismes publics, c'est ça? Oui, mais il y a quand même un aspect là-dedans qui touche aux citoyens, là. Oui, c'est ça. Mais l'affaire là-dedans, c'est que pour pouvoir passer d'un ministère de protection de renseignements personnels à, je prends les propos de la conférence de presse, utiliser des systèmes interopérables ou systèmes ouverts entre chacun des États et les pays étrangers pour donner nos informations. Pour passer de ça, ça prend un changement de culture. Et il en parle dans sa conférence de presse. Et il parle, comme Alexis Cossette-Trudel nous l'a si bien parlé depuis 2 semaines, de la fenêtre d'Overton. Et il le dit, Éric Kerr, que les 2 grands défis pour passer à l'identité numérique, ça va être le niveau d'acceptabilité sociale. Ça, c'est ça, la fenêtre d'Overton. Je vais te demander, parce que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas la fenêtre d'Overton. Donc, la fenêtre d'Overton, c'est un concept en sciences humaines, en sciences sociales, qui dit que puis moi, j'ai étudié en gestion de l'éducation. Il y avait un cours qui s'appelait, au diplôme supérieur, ça s'appelait la gestion du changement. Puis pour que dans une organisation, le changement soit accepté, ça passe par 3 phases. La première phase, moi, mon père, là, il était prof, OK? Puis il fumait. Bien, il ne fumait pas, mais il y avait des collègues qui fumaient puis qui botchaient. Puis après ça, les élèves arrivaient. Le cendrier était sur le bureau. Il prenait de la bière dans la salle des profs, un 5 à 7 le jeudi. Tu dirais ça en 2022, un prof. Puis moi, je me rappelle à l'UQAM des années 90, j'avais un prof qui botchait dans le corridor, puis après ça, il commençait son cours. En 2022, c'est complètement débile. C'est débile aussi dans ces années-là. C'est ça, les 3 étapes d'Overton, c'est que ce qui devient intolérable ou abominable ou inacceptable devient acceptable, puis après ça, devient raisonnable. Puis comment est-ce qu'on fait pour passer dans un changement de culture? On va utiliser Netflix, les scénarios, les films. Walt Disney, c'est pas les pires. Netflix sont assez bons pour nous transmettre une coupe d'affaires, pour nous faire passer la pilule. Mais tout ça pour dire que lui-même, qu'est-ce qu'il dit, le ministère, dans sa conférence de presse, les 2 grands obstacles, c'est l'acceptabilité sociale au Québec. Il sait qu'il va y avoir des poches de résistance. C'est clair. J'ai parlé avec Sylvain tantôt. Je ne sais pas s'il a pris son information que les Québécois sont de plus en plus enclins à avoir la bionumérisation. Là. Oui.
penses qu'il n'y a personne qui est rendu là complètement? Bien, c'est ça. Je parlais avec Sylvain tantôt, puis il me disait c'est pas vrai que les Québécois sont chauds à ça. Puis la deuxième difficulté, c'est les transitions, parce que c'est comme la théorie de la grenouille que tout le monde connaît. Ouais. Si les gens ils ont d'en face le big picture, bien, la grenouille, elle va jumper. Moi, je te dis, je fais des beaux anglicismes. Elle va sauter à l'extérieur du pot. Ouais. Puis elle va dire, moi, je ne veux pas mourir brûlée. Donc, ils savent que pour nous faire avaler la pilule, ils vont y aller par transition. De là, juin 2022, l'authentification. Novembre, c'est drôle, c'est le mois après les élections, c'est le portefeuille numérique. Puis, éventuellement, la biométrie, comme tu disais, iris, reconnaissance faciale. C'est drôle, on a Moderna qui vient de s'installer à Montréal. Écoute, tu viens de parler, puis je cherchais un endroit pour... Là, je vais demander à JF, à la technique qui me suit. Je cherchais un endroit pour la plugger, mais j'aimerais entendre l'entrevue que Legault a donnée à Dutrisac quand il a fait mention, justement, de la façon qui est un fin stratège pour pouvoir manipuler. Parce que tu dis, en novembre, vraisemblablement, il va sûrement être encore élu majoritaire. Puis, attendez en novembre. Si vous pensez que c'est fini là, en novembre, ça va brasser. On écoute un extrait de cette entrevue-là. Merci. On ne s'est pas reparlé bien depuis, mais quand vous avez été nommé premier ministre, là, comment vous avez fêté ça? Parce que vous avez dû fêter. Surtout qu'on était majoritaire. Donc, quand on a eu un thème majoritaire, ça fait baisser une pression parce que quand on est dans l'opposition, il faut scorer à tous les jours. Là, on a 4 ans, donc bon, les 2 premières années, même les 3 premières, on va faire ce qu'on pense qui est bon. Puis la 4e année, bien là, on commencera à se soucier des sondages. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on soit majoritaire, on n'est pas toujours soucieux de qu'est-ce que les gens vont penser de ça. On fait ce qu'on pense qui est bon. Vous pouvez devenir arrogant aussi avec. C'est assez incroyable, là. Oui, les gens ne nous ont pas entendus, mais on a ri pas mal fort dans le studio. Ça n'a pas de bon sens parler comme ça. Non, c'est clair, c'est complètement ridicule. Fait que là, on voit, pour revenir à ce que tu disais, là, juin 2022, on lance l'identité numérique. Novembre 2022, le portefeuille. Puis après ça, c'est vraiment toute la bionumérisation avec l'iris puis la reconnaissance faciale. Mais tu sais, on parlait du projet de loi 95. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans ce projet de loi-là? Parce qu'il est quand même essentiel, ce projet de loi-là, à justement la suite de toute l'identité numérique. Bien, moi, je me suis tapé ça. C'est un peu la langue des oiseaux, là, parce que c'est pas mal des vœux pieux qu'il y a là-dedans quand tu lis. Ça a l'air bien clean. Mais le problème avec l'application d'une loi, c'est comme pour la loi qu'on a voulu mettre pour les lanceurs d'alerte ou la loi à l'intégrité, le commissaire à l'intégrité contre la corruption. En réalité, ils ont les mains liées, mais ils n'ont pas le pouvoir de l'appliquer. Donc, entre la belle loi qui a été écrite du projet 95 puis ce qui va se faire en réalité, j'ai bien hâte de voir ça. On nous passe comme valeur que, c'est drôle, c'est comme la vaccination. Le projet de loi 95, c'est le transfert, le changement de gouvernance. C'est que, OK, je vais répondre plus clairement. C'est qu'avant, chaque ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, nommez-le, la SAAC, tous les ministères avaient le contrôle de la confidentialité des données. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un supra-ministère qui vient, parce que le Conseil du Trésor, on va aller chercher un haut gradé. Puis, on va aller chercher aussi des gens du milieu d'affaires très, très riches, des milliardaires, comme justement Jonathan Kelly, qui sont allés chercher, qui est spécialiste en intelligence artificielle. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le ministère de la cybersécurité va détenir l'information unique. Puis, comme il disait, moi, je prends les propos du ministère. Et lui, il disait, vous savez, il y a 304 organismes gouvernementaux, il y a 304 versions d'Éric Kerr. Avec ce qu'on va vous proposer, il va y en avoir juste une version d'Éric Kerr. Ça va être la version du ministère de la Sécurité en haut. C'est assez contrôlant, merci. Qu'est-ce que ça peut bien foutre qu'il y ait 304 versions d'Éric Kerr? Mais lui, qu'est-ce qu'il dit pour vendre sa salade, puis il vend vraiment l'identité numérique comme une business, là. Il y a des termes comme stratégie, expertise, service opérationnel. Il parle vraiment comme une entreprise. Donc, lui, qu'est-ce qu'il propose finalement? C'est vraiment que le Québécois devienne un produit. Puis, tu sais, je pourrais donner 2-3 entrevues là-dessus. Tu sais, l'ultime colonisation, c'est le corps, hein?
parce qu'on a colonisé les peuples à l'époque quand le territoire n'était pas dominé. Mais là, le dernier retranchement de l'être humain, c'est la chosification de l'être humain. Je veux dire, le produit, c'est toi. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Surtout, ce qui est important à dire, c'est avec ce nouveau projet-là d'identité numérique, contrairement à l'Estonie, qui est un pays qui était anciennement, qui appartenait à l'URSS, eux, ils ont implanté l'identité numérique, mais ils ont conservé légalement les droits des données aux citoyens. Ils ont quand même, ils possèdent leurs données, tandis qu'au Québec, c'est une version très agressive. Avec ce que moi j'ai lu dans le projet de loi 95, c'est que les données tes données à toi, Jean-François, à moi, ne nous appartiennent plus. Ils deviennent l'actif de l'État. C'est majeur, ça, comme changement. C'est une ultime violation du corps avec la vaccination. En ce moment, on assiste à l'ultime totalitarisme sur le plan juridique, politique, social, médical. C'est le total contrôle. On se croirait vraiment dans un mauvais film de science-fiction. Là, si je comprends bien, ça prend quand même l'adoption du projet de loi 95 pour pouvoir aller de l'avant avec le chantier numérique. C'est ça. Il faut changer la gouvernance des organismes publics. Ouais. Est-ce que le projet de loi 95 devient à ce moment-là important afin de permettre aux Big Pharma l'accès à l'information de santé des citoyens? Oui, bien, c'est drôle parce que pendant que tu posais la question, je voyais l'extrait de Fitzgibbon là, qui apparaît. Oui, mais tu vois, mais c'est parce que puis en plus, parce que tu l'as dit tantôt, c'est tout on a l'information au compte-gouttes, de sorte qu'on ne soit pas capable ou que le commun des mortels ne soit pas capable de rattacher ces informations-là. C'est ça. Toi, ce que tu as fait un travail de moine. Parce que tu as pris le temps d'étudier un peu plus l'identité numérique. Tu as ressorti le projet de loi 95. Tu as fait les liens entre les deux. Mais là, on oublie qu'il ne faut pas oublier que la semaine passée, là, on a fait une annonce importante. On a annoncé que Moderna venait s'installer à Montréal, finalement. Oui. Mais et je veux juste qu'on écoute peut-être un extrait de Fitzgibbon, parce que ce que Fitzgibbon a dit par rapport à toute la manipulation de nos données personnelles en matière de santé, c'est grave, vraiment grave. C'est pour ça que je ris. C'est grave. Alors moi, je pense qu'on a l'intelligence artificielle, on a la médecine spécialisée. Éventuellement, quand on va régler l'accès aux données, on a les données de la RAMQ. Puis les données de la RAMQ, là, c'est une mine d'or. Je sais que c'est un sujet là, très controversé, puis je ne rentrerai pas là-dedans tout de suite. Là, j'ai des vues très précises sur ça. Mais le jour où on peut se rendre confortable de donner accès à nos données de santé, aux compagnies pharma qui vont emmener dans les hôpitaux universitaires qui sont très performants, qu'on a mis là à côté qui fait l'algorithme Wimagia, c'est winner. Alors, la stratégie du gouvernement, c'est carrément de vouloir attirer les pharma, quelques pharma, de venir jouer dans nos plates-bandes, profiter de ça, et je pense qu'on a une chance incroyable de dire. Jouer dans nos plates-bandes. Jouer dans nos plates-bandes. Non, mais il faut manquer de pudeur. Là. Quand c'est rendu que tu veux partager les données de santé des Québécois à des entreprises privées comme les Big Pharma. Oui, puis dans l'ancienne loi que j'ai lue, l'ancienne loi sur la protection des renseignements personnels, qui est en ce moment la loi dont le ministre Kerr est ministre, c'est archaïque. Là. Il parle que ça peut couvrir le territoire de la baie James. Là, on parle d'un supra-gouvernement. Tu sais, on nous dit complotiste, mais c'est un supra-gouvernement mondial parce que les systèmes ouverts dont il parle, c'est comme s'il y a une espèce de séparation de caoutchouc entre l'élite puis le peuple, parce qu'il y a une étanchéité où on ne pourra pas accéder à nos informations puis au contrôle de ce qu'on en fait. Mais entre eux, ils parlent dans la nouvelle loi 6 puis dans la loi de la modification de la gouvernance, de donner les données à l'étranger. On parle pas juste on parle pas juste de la baie James, là, on parle d'open system entre le Québec, le Canada et l'étranger. Fait que ça va donner... tu sais, je veux dire, si tu pars nous autres, on ne peut plus partir en vacances pour ceux qui ne sont pas vaccinés, mais je veux dire, si tu te retrouves en France puis tu veux prendre le train, puis le méga open system voit toutes tes données biométriques. Tu sais, ça devient un petit peu capoté comme histoire. Ce qui est intéressant, c'est que tu as trouvé un parallèle intéressant entre le projet de loi 6 qu'on vient d'expliquer sur l'identité numérique
le projet de loi 95 qui est en concordance avec la loi modifiant la loi sur la gouvernance, la gestion des ressources informationnelles et des organismes publics, des entreprises, du gouvernement et d'autres dispositions législatives. Et tu as même trouvé un lien qui pouvait s'apparenter avec l'enquête québécoise sur le développement de l'enfant de maternelle, EQDEM ou le QDM. Oui, c'est ça. De quoi il s'agit comme lien? Oui. Il y a une information qui est apparue sur mon bureau. Et Comme ça. Comme ça, c'est un pigeon voyageur qui me l'a apporté. T'aimes les oiseaux, toi? Oui, j'aime beaucoup les oiseaux. Puis, fait que c'est ça. Puis, c'est ce qui m'a amené à faire... Parce que le big picture, là, tu sais, c'est drôle parce que tout le monde sait un peu dans le public que moi, je suis presque aveugle. Fait que rien de mieux qu'une personne aveugle pour parler de voir clair et largement, là. Ouais. C'est la preuve qu'on voit avec le cerveau, comme disent les neuroscientifiques, et non pas les yeux, là. Donc, c'est ça. L'affaire qui est particulière, c'est que si tu enlignes projet de loi 95-6 et projet de loi 15, oui, qui est sur la primauté parentale. Qui est la primauté parentale, c'est la cerise sur le sundae, ouais. là. C'est que au début, moi, j'étais supposée de venir faire une entrevue juste sur les QDM. C'est l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. Ouais. J'ai eu une alerte. Puis les gens, je me suis fait demander d'être une lanceuse d'alerte par des personnes qui m'ont mandatée. Et l'enquête québécoise de développement des enfants à la maternelle nous est présentée comme inoffensif. Je vais l'expliquer. Depuis 2012, après il y a eu 2017 et 2022, c'est la 3e édition de l'enquête. Ce qui arrive avec cette enquête-là, c'est que c'est du profilage qui est fait, qui est demandé par les profs de maternelle. Donc, tous les enseignants... Du profilage envers les étudiants. En fait, je vais recommencer ma phrase. Les professeurs de maternelle du Québec ont été obligés, ils viennent juste de terminer l'exercice, ça se terminait la semaine passée, on les a obligés à remplir une enquête pour leurs enfants en maternelle. Ce sont les profs de maternelle. Et on voulait tellement accéder à cette information-là qu'on les a libérés. C'est des milliers d'enseignantes qui ont été libérées par des suppléants, par le ministère de l'Éducation pour faire cette enquête-là qui était obligatoire. Les enseignants ne pouvaient pas s'en soustraire. Et ce questionnaire-là, moi, je l'ai eu. J'ai eu le guide. C'est une enquête de l'Université McMaster d'Ontario. Et quand on écoute la conférence avec Éric Kerr, il dit qu'il travaille main dans la main avec l'Ontario et la Colombie-Britannique pour l'identité numérique. Et cette enquête-là, moi, j'ai parlé sur LinkedIn avec Leslie Hill, l'ancienne commissaire à la protection des enfants. Puis, elle a dit non, il n'y a pas de danger. C'est une enquête dénominalisée pour rendre ça clair auprès du public. Dénominalisée, c'est que ça veut dire on ne met pas le nom des enfants là-dessus. Fait que c'est comme si on était en train de me dire que c'était anonyme ou confidentiel. C'est faux. Mais c'est quoi l'intérêt de faire une enquête comme ça anonyme? Bien, c'est ça. Alors, sur chaque questionnaire d'enfants de la maternelle, il y a le code permanent. Le code permanent qui va devenir, avec l'identité numérique, le numéro d'identification unique du citoyen. Éventuellement, toi, tu vas être 168B, alinéa 9F, là. Ça va être Jean-François Denis, là. Mais avant de se rendre là, le code permanent existe en R2D2. Mais c'est ça. Donc, le code permanent, quand tu mets un code permanent sur un questionnaire, tu as l'adresse, le nom des parents, de la mère. Donc, et là, cette enquête-là est conjointe avec le ministère de la Santé, le ministère de la Famille, le ministère de l'Éducation, la Fondation André et Lucie Chagnon, et aussi avec Statistique Canada et l'Université McMaster. Moi, je ne savais pas si je pouvais en parler parce qu'il y a quand même un copyright sur le questionnaire. Il y a quand même des règles à respecter, mais c'est correct. C'est d'intérêt public quand même. Donc, ça se fait. Puis, ce que les profs m'ont dit, c'est que d'une part, la seule façon de se libérer de ça pour un parent, c'était d'exercer un droit de refus. C'est que d'emblée, on le passait à tout le monde. Puis si le parent, exemple, il n'a pas lu le questionnaire, que l'enfant de 5 ans n'a pas sorti de son sac d'école, bien, il n'y avait pas la possibilité
de donner son autorisation ou non. Puis ça, c'est rattaché à l'identité numérique aussi. C'est rattaché à l'identité numérique. Est-ce qu'on peut juste montrer l'extrait d'Éric Kerr qui dit « Laissez les parents tranquilles ». Oui, parce que je pense que on montre vraiment la corrélation qui existe entre ce que tu es en train de nous dire puisque l'identité numérique, on l'écoute à l'instant. Exactement. Le parent inscrit son enfant à l'école. L'école va lui demander évidemment des informations sur l'enfant. Informations que le gouvernement possède déjà. On va demander le certificat de naissance que le gouvernement fournit. Donc, le gouvernement demande aux parents d'aller chercher un document que le gouvernement fournit. C'est inacceptable. L'école va demander les derniers bulletins. Donc, le ministère de l'Éducation demande aux parents de lui fournir un document qui est fourni par le ministère de l'Éducation. Que le ministère de l'Éducation se parle, s'il vous plaît. Laissez les parents tranquilles. C'est assez important. Y a-tu dit... oui, il l'a dit, c'est juste qu'on était... Okay. Mais il l'a mentionné. Mais c'est quand même important. Bien, dans la conférence de presse d'Éric Kerr, il dit « Laissez les parents tranquilles ». Ouais. Laissez tellement les parents tranquilles que dans l'enquête québécoise de développement des enfants à la maternelle, il y a 100 questions. C'est quel genre de questions, Héloïse, comme ça? Oui, j'ai relu, j'ai parlé avec 3-4 personnes différentes. Je vais donner des exemples, juste pour dire, c'est clairement du profilage psycho-socio-économique des enfants puis des parents. On leur demande d'identifier avec leur code permanent s'ils sont autochtones, handicapés visuels, auditifs, motricité. Bon, ça, c'est le premier profilage général au niveau du statut d'exclusion, mais on demande des questions du genre est-ce que l'enfant prête son jouet? Est-ce qu'il aide un autre enfant à ramasser son gâchis? C'est vraiment des tests psychométriques, là. C'est quoi le but de tout ça? Bien, eux, ils disent que c'est pour protéger les... Parce que, tu sais, avec l'histoire de la petite fille à Granby, moi, j'ai parlé avec Alain Rioux du projet de loi 15. On nous dit que ça prend la loi La primauté parentale. Oui, c'est ça, pour pas que ça réarrive. Mais en réalité, la protection de la jeunesse, là, la DPJ, elle avait toute la disposition légale pour agir. Elle a été fautive. Ouais. Fait qu'ils font passer le citoyen irresponsable et dangereux pour passer la nouvelle loi. Puis c'est un peu ça, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans ce questionnaire-là, on demande tellement de questions que les personnes qui avaient à le remplir m'ont dit, moi, j'ai marqué « je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas ». Ils ont dit, moi, je sais que j'ai un enfant dans ma classe qui ne mange pas à sa faim. Je sais qu'il y en a... Ils demandent, est-ce que l'enfant a les vêtements convenables à l'activité éducative de la journée? C'est extrêmement intrusif, ça. Ouais. Puis de cette façon-là, c'est qu'on va... Ça, c'est les profs qui remplissent ce formulaire. C'est l'enseignant qui n'a pas une formation en... Non, mais c'est quasiment rendu de la délation, là. C'est clairement du profilage. C'est vraiment clairement de la délation. Puis les questions sont extrêmement intrusives. Puis il y a des enseignants qui ont décidé de ne pas répondre conformément. Penses-tu que les parents sont au courant que les professeurs posent ce genre de questions à leurs enfants? Bien, est-ce que c'est rendu public à ce point-là? Bien, en fait, c'est qu'il y a une feuille qui était transmise à la maison qui disait aux parents que prochainement, il allait y avoir une enquête. On avise les parents. Nos enfants restent dans le sac d'école souvent, puis on... C'est ça. Bien, c'est ça, je dis. Puis après ça, on leur dit que s'ils veulent se soustraire, il faut qu'ils signent une lettre de refus. Puis ça, on le voit beaucoup pendant la pandémie. Si on ne veut pas que toutes nos données personnelles soient transmises à Santé Québec, il faut signer en ligne un formulaire de refus de transfert. Donc, on fonctionne vraiment par abstention plutôt que par adhésion dans les questionnaires. Ouais. Ça aussi, c'est questionnable sur le plan éthique. Oui, c'est ça. Ouais. Héloïse, ce dossier qu'on va suivre, parce que c'est un dossier qui est extrêmement important, complexe, mais aussi très, très, très important. Ouais. Donc, au fur et à mesure que les semaines vont avancer, certainement qu'on va se reparler de ces dossiers-là avec tous ces projets de loi-là qui sont en ébullition présentement. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Jean-François. Dossier important, ce dossier vraiment important et je vous encourage à vous renseigner vous-même auprès de vos enfants et de les suivre, ces dossiers-là. On va le faire également pour vous au fur et à mesure que les semaines vont avancer.